Les étrangers. Les règles d'hospitalité en Afrique sont connues. Elles plaident pour l'accueil, l'hébergement et l'ouverture des peuples aux étrangers. Si la condition juridique de l'esclave est acceptable, à plus forte raison celle de l'étranger, dont on est loin de soupçonner des liens possibles, directs ou indirects, proches ou lointains. Liens par la langue, mariage, exogamique, amitiés lointaines et princières, etc. La notion d'allogénie est ici éclairée par le fait que certaines conditions président à l'intégration de l'étranger. Celui-ci doit avoir passé un certain temps dans le groupe et reçu le consentement du chef ou du conseil, des anciens, après observation de sa conduite. Ensuite, il devient membre de plein droit de la communauté et assujetti à ses lois et coutumes, jouit des privilèges normalement accordés à ses membres et assume les mêmes responsabilités qu'eux. Telle est la procédure de naturalisation des immigrants. Dans la Grèce antique, le sentiment d'insécurité générale qui règne condamne l'étranger aux conditions permanentes de victime. Il en est de même au XVIe siècle, en Europe, au sortir de la féodalité, où les seigneurs s'entouraient de forteresses pour échapper à la violence et à l'insécurité. Karl Marx en fait témoignage en France sous le règne de Louis XVI. Tout homme sain et bien constitué, âgé de 16 à 60 ans, et trouvé sans moyen d'existence et sans profession, devait être envoyé aux galères. Il en est de même du statut de Charles Quint pour les Pays-Bas, du mois d'octobre 1537, du premier édit des États et des villes de Hollande, du 19 mars 1614, de celui des Provinces-Unies, du 25 juin 1649, etc. La situation est généralisée à toute l'Europe, ce sont bien les monarques qui décident ainsi. À l'opposé, en Afrique, les rois et le peuple entier s'investissent pour protéger la vie et les biens des étrangers circulant sur leur territoire. Au XIVe siècle, Ibn Battuta, qui a visité le Mali à cette époque, évoque la sécurité dont jouissent les étrangers, mais aussi cet esprit de justice qui anime le peuple tout entier. Les actes d'injustice sont rares chez eux, de tous les peuples, c'est celui qui est le moins porté à en commettre, et le sultan, roi nègre, ne pardonne jamais à quiconque s'en rend coupable. De toute l'étendue du pays, il règne une sécurité parfaite, on peut y demeurer et voyager sans craindre de vol ou de rapine. Il ne confisque pas les biens des hommes blancs qui meurent dans leur pays, quand même la valeur en serait immense. Il n'y touche pas. Au contraire, il prépose à l'héritage des curateurs choisis parmi les hommes blancs, et il reste entre leurs mains jusqu'à ce que les ayants droit viennent le réclamer. Rien donc à voir avec l'insécurité généralisée à l'ensemble de l'Europe avec la bénédiction des monarques. Ici, l'injustice, la violence sont des conçus et des vécus juridiques. Venant d'Ibn Battuta, qui a effectué beaucoup de voyages d'études, il convient de prendre très au sérieux un tel témoignage. À cette époque, l'Afrique justifie une fois de plus, avec la pénétration coloniale, d'un idéal de justice qui se présente comme un phénomène social. Dans un empire comme le Mali, aussi vaste qu'une bonne partie de l'Europe entière, la sécurité, sur toute l'étendue du territoire, est attestée. La loi est donc involontairement acceptée parce que équitable sur les plans individuels et collectifs. Les enfants, les classes d'âge et les rituels qui les accompagnent semblent constituer ici le facteur politique relationnel des plus importants. Ils conduisent au dépassement de l'organisation parentale et préparent l'avènement de la nationalité. Il faut, dans cet ordre d'idées, différencier le passage d'une classe à une autre de celui de l'entrée dans une organisation religieuse, culturelle ou sociale. Suivant l'âge,
qui varient d'une collectivité à une autre, des activités sociales sont organisées, les capacités et incapacités naturelles reconnues légales. Dans bien des cas de figure, l'âge de la puberté cristallise la tranche d'âge de validité de celle-ci, et l'initiation correspondant aux diverses classes d'âge, des rites fixés, permettent ensuite à l'enfant d'obtenir le droit légal de se marier. La stratification des groupes d'âge s'en réfère ainsi à l'âge et à la procédure rituelle qui donne accès au système. Une fille est considérée comme pubère entre 14 et 16 ans et un garçon entre 16 et 18 ans. Olawale note à ce propos. Mais en fait, dans la plupart des collectivités, les filles doivent attendre un peu plus longtemps pour jouir de tous leurs droits. Quant aux garçons, ils ne peuvent souvent se marier que beaucoup plus tard parce qu'ils doivent avoir de quoi payer le prix de la mariée, très élevé dans bien des cas, ou participer à des expéditions militaires. L'âge de la puberté est, en quelque sorte, sur le point de départ à l'évaluation des capacités légales, à savoir des droits de se marier, de bénéficier d'un lopin de terre, qui justifie aussi le fait qu'un individu a cessé d'être un enfant. Il apparaît que l'âge nubile varie généralement entre 23 et 30 ans, si l'on s'en tient aux auteurs ayant effectué des recherches sur cette question en Afrique noire. Les femmes. Dans son analyse du matriarcat, Cheikh Anta Diop arrive à la conclusion significative selon laquelle le matriarcat est à la base de l'organisation sociale en Égypte comme dans le reste de l'Afrique noire. Par contre, on n'a jamais pu prouver l'existence d'un matriarcat dit paléo-méditerranéen et qui serait l'apanage d'une race blanche. On aurait là le trait distinctif explicatif de la condition juridique enviable de la femme africaine, mieux lotie que celle de la femme indo-aryenne et européenne. La grande particularité du matriarcat nègre est donc que l'hérédité régalienne est assurée par la femme dès lors qu'on est certain que son fils a nécessairement le sang royal. En fait, aucun homme ne pourrait jurer, a priori, que l'enfant se trouvant dans le sein de son épouse est bien son enfant. Aussi, c'est la femme qui transmet les droits politiques. Du coup, c'est la condition de la femme qui s'en trouve juridiquement haussée. Dans le royaume Ashanti, au XVIIe siècle, Joseph Amegbo et Françoise Ligier signalent à propos de la mère d'Obiri Yeboah. La reine est la seule maîtresse de la vie quotidienne de son peuple. Si tu as offensé les dieux, si tu as enfreint les coutumes, trompé le maître de la famille ou le roi, la reine sera ton dernier juge. À la mort de son fils, le roi Obiri Yeboah, c'est elle qui anticipe la transmission de la royauté. L'enfant de sa propre fille, Osei Tutu, est proposé à l'héritage devant le conseil des sages où tous les clans sont représentés, afin d'entériner la décision après consultation des oracles. Voici ce qu'elle dit quelque temps avant sa mort. Osei Tutu est-elle gaucher? Est-il gaucher? Lui manque-t-il un seul auriculaire? A-t-il une hernie ombilicale? Est-il intempérant? Non. Il n'a aucune malformation physique ou morale l'empêchant d'être roi. Moi, la reine qui vais entrer dans le silence, je dis ceci à vous, sages des 7 clans. Osei sera roi de l'Ashanti, où l'Ashanti ne sera plus. Nous connaissons la suite. Osei Tutu est devenu l'Ashanti aîné, premier roi de tous les Ashanti après décision du Conseil des sages à la fin du XVIIe siècle. Il succède ainsi à son oncle Obiri Yeboah. À relire les propos d'Ibn Battuta, il semble bien que c'est une pratique juridique courante en Afrique. Il confirme. Ils, les nègres, se nomment d'après leur oncle maternel et non d'après leur père. Ce ne sont pas les fils qui héritent des pères, mais bien les neveux, fils de la sœur du père.
je n'ai jamais rencontré ce dernier usage, autre part, excepté chez les infidèles de Malabar dans l'Inde. Les infidèles, ainsi considérés, sont bien des populations noires qui ont influencé l'évolution des mœurs sociales en Inde. Aussi loin que l'on remonte dans le temps, en Afrique noire, à l'époque de César Auguste et dans l'Antiquité pharaonique, les reines sont connues. Les traditions occidentales ne favorisent guère l'émancipation juridique des femmes. Aussi, les droits sont-ils transmis par le père, même si une femme est apte à les recevoir. C'est ainsi que Jeanne d'Arc apparaît bien plus tard au Moyen Âge, alors que les reines soudanaises ont déjà fait leurs preuves, de sorte que Candace, le nom ou plus exactement le titre de reine du Soudan, à partir de César Auguste, est porté par les premiers rois de Gao. D'après Bécry, on les appelait Kanda. On peut noter ici la valeur symbolique d'une telle allégeance. En effet, la reine Candace du Soudan opposa à César Auguste une confrontation sans pareille dans l'histoire après avoir perdu un œil au cours du combat. Une telle aventure est aussi révélée dans le royaume Gambaga en pays Mossi. Yenenga, fille unique du roi Nedega, est celle qui conduisit les opérations militaires de ce royaume au XIIe siècle. Les Mossi doivent à son fils Ouedraogo d'avoir ouvert la ligne prestigieuse des Mogo Naba. Il fonda l'empire et le pouvoir traditionnel sut en retour honorer sa mère de distinctions posthumes. Son tombeau sert de pèlerinage au souverain Mossi. Une fois de plus, la femme est anoblie pour son courage et le matriarcat y est de rigueur. Le droit successoral, matrilinéaire, est encore présent dans les traditions de l'ouest du Cameroun. La Mafo, véritable grande royale, a des droits politiques. À l'instar de la reine Ashanti, elle participe au choix du successeur sans que ce choix soit automatique, pour autant automatique. Chez les Bamoun, Dika Akwa souligne le fait que le successeur sera désigné secrètement par les reines-mères, Nadam, et No Manchut. Parmi les fils puis nés, les 7 consuls ne feront que confirmer ce choix en intronisant l'élu sur la pierre du pays. Chez les Bassa du Cameroun, la confrérie de Ko est réservée aux femmes. De plus, son rôle pivot dans la société Bassa relève du statut juridique et économique relativement élevé qu'impose le fait qu'elle est détentrice des richesses de la terre. C'est qu'en réalité, la sédentarisation requiert un espace réservé aux cultures agricoles dont les femmes sont gardiennes. Il faut à présent faire une parenthèse sur une caractéristique commune aux sociétés africaines et qu'on n'a pas souvent expliquée avec cette objectivité des analyses pénétrantes de Cheikh Anta Diop. Celui-ci écrit Nation nègre et culture, page 217. Un autre fait caractéristique du matriarcat africain, et sur lequel on s'est mépris jusqu'ici, est la dot donnée par l'homme à la femme, tandis que nous assistons à la coutume inverse dans les pays européens. Cette coutume, incomprise en Europe, a fait penser que la femme est achetée en Afrique noire, comme si un Africain disait aujourd'hui que la femme achète l'homme en Europe. Le statut juridique de la femme impose une telle alternative en raison de son rôle prépondérant en milieu sédentaire. La femme produit des biens économiques agraires pendant que l'homme se livre à la chasse. Aussi, la dot se présente-t-elle comme une forme de compensation juridique. L'emprise économique se prolonge par une emprise éducationnelle sur les enfants, sans oublier que la maternité, considérée comme sacrée, lui confère aussi une assurance régalienne. À l'opposé, la femme occidentale verse cette même compensation en raison du caractère inférieur de son statut
fragilisée par les conditions difficiles du nomadisme ancestral, où la force physique s'impose comme moyen de défense et de survie dans un environnement hostile. Voilà pourquoi les Indo-Européens, façonnés par le milieu géographique, auront des conceptions de la vie diamétralement opposées à celles des nègres. Page 219. On sait aussi mieux le renversement de la condition juridique actuelle de la femme, due uniquement au fait colonial pour lequel les Africains aujourd'hui, culpabilisés par leur complexe d'infériorité, croient cette condition liée à leur retard ontologique sur le progrès. Retenons en somme qu'en bien des points s'explique la malédiction de Ève et la réhabilitation conjointe de Marie pour compenser le déficit psychologique et juridique infligé à la femme européenne depuis près de 4000 ans d'histoire politique où l'homme s'est imposé comme seul pivot social en raison d'une nature hostile, indocile et violente. Celle-ci n'accordait à la femme aucune perspective de sécurité juridique, sociale et politique. À l'opposé, l'Afrique a bénéficié d'une condition psychologique et matérielle favorable qui a placé la femme au cœur du système social, il n'est pas exagéré d'écrire. Le régime du matriarcat, proprement dit, est caractérisé par la collaboration et l'épanouissement harmonieux des deux sexes, par une certaine prépondérance même de la femme dans la société due à des conditions économiques à l'origine, mais acceptées et même défendues par l'homme. L'analyse des mythes montre combien la société africaine a été pensée d'après cette relation harmonieuse que consacre par ailleurs le mythe d'Osiris et d'Isis, dont on peut tirer un véritable traité de régulation politique des sociétés africaines. La valeur symbolique et ce mythe explique à bien des égards sa réplique dans le système littéraire africain qu'il nourrit de sa perspective socio-historique.